Allez, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc aujourd'hui, le thème de cet atelier en ligne, c'est photovoltaïque et autoconsommation, comme vous pouvez le voir. Alors, ce webinaire va vous être présenté par la Maison Énergie Habitat Climat dont je fais partie, ainsi que donc par Monsieur Laurent Crémont, donc de la société Luciole, qui est un bureau d'études installé à La Roque-d'Enterron, qui est également spécialisé en pose de photovoltaïque et de poêle à granulés. Je vais rapidement introduire la structure à laquelle j'appartiens. Donc, la Maison Énergie Habitat Climat, c'est une structure associative porteuse du service public de la rénovation énergétique sous la marque France Rénov'. Nous sommes en charge du territoire du Pays d'Aix et du Pays Salonnais. Et donc, nous travaillons sur le territoire métropolitain étroitement avec une autre structure analogue, l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, qui, elle, s'occupe du territoire Marseille, Aubagne, Pays de l'Étoile. Nous avons également l'ADIL, qui travaille en collaboration avec nous, en donnant plutôt pour le coup des informations juridiques et fiscales. Quant à nos structures, donc l'ALEC et la Maison Énergie, ce sont plutôt des informations et des conseils techniques et financiers que nous donnons aux particuliers sur toutes les questions de rénovation énergétique, que ce soit l'isolation, les systèmes, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, ainsi que sur les aides financières, puisqu'il y a des aides financières pour ces différents types de travaux. Donc, comme je vous disais, la Maison Énergie Habitat Climat sur le territoire Pays d'Aix, Pays Salonnais, l'ALEC plutôt sur Marseille, et puis pour Istres-Ouest Provence, c'est un service interne, donc sous l'égide du département. Et nous avons créé donc une porte d'entrée commune à toutes ces structures pour faciliter un petit peu la tâche des particuliers. Allo Rénov' Énergie, donc la porte d'entrée principale du service public de la rénovation énergétique sur le territoire métropolitain et sur tout le département, plus généralement, avec un numéro unique que vous voyez apparaître ici. Si vous avez des questions, si vous voulez être mis en contact avec un conseiller, n'hésitez pas à noter ce numéro. Vous serez redirigé selon votre territoire, selon la nature de l'information que vous cherchez, sur l'ADIL s'il s'agit plutôt d'une question purement financière ou juridique, ou vers la Maison Énergie ou l'ALEC si c'est une question plutôt technique. Alors, aujourd'hui, on va parler photovoltaïque. On va, dans une première partie, parler un petit peu du système photovoltaïque, de quoi il s'agit. Donc, ça sera plutôt des notions techniques dans une première partie qui sont un petit peu indispensables à la bonne compréhension par la suite du choix que vous aurez à faire quand il s'agit d'installer du photovoltaïque chez vous. Dans une seconde partie, on verra ce qu'on peut faire de l'électricité produite par notre installation photovoltaïque, puisque c'est de ça dont il est question. Et puis, dans la troisième partie, on parlera du dimensionnement de l'installation photovoltaïque en autoconsommation. S'en suivra donc une phase de questions-réponses où M. Crémont pourra apporter une expertise plus technique que la mienne sur vos questions. Donc, je vous invite à poser en dessous dans la partie questions-réponses que vous trouvez en dessous, dans le chat. Alors, le solaire photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Premièrement, quand on parle de solaire ou de panneaux solaires, on a une petite tendance à faire un amalgame entre deux différentes technologies, le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Le solaire thermique, il s'agit de capteurs solaires donc, dans lequel va circuler un fluide, de l'eau avec du glycol, qui va se réchauffer par effet de serre dans le capteur, dans le panneau. Et puis, cette eau glycolée très chaude va ensuite passer dans un ballon, dans un échangeur thermique situé dans un ballon prévu à cet effet. Et ça va nous servir à faire de l'eau chaude. De l'eau chaude sanitaire dans la majeure partie des cas. On parle alors de chauffe-eau solaire. Et dans certains cas également, de l'eau de chauffage. Là, on parle de système solaire combiné. Ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. Aujourd'hui, on va parler de solaire photovoltaïque. Mais si vous êtes intéressé par le solaire thermique, on a déjà fait un webinaire qui est en ligne sur notre chaîne YouTube CPIE du Pays d'Aix.
C'est une technologie très intéressante également, avec un rendement très, très intéressant. Ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est donc un capteur qui va permettre de générer un champ électrique grâce donc à des cellules photovoltaïques. Donc le principe, on ne va pas non plus rentrer dans la physique quantique, mais l'idée, c'est que vous avez des plaques semi-conducteurs avec dopées positivement ou négativement. Quand un photon, donc une particule de lumière, vient entrer en contact avec ces semi-conducteurs, ça va générer un champ électrique. Les électrons vont se déplacer dans la zone dopée négativement. Et puis, si on connecte le tout, grâce à donc des conducteurs électriques, on va générer un courant électrique. C'est de ça qu'il est question quand on parle de solaire photovoltaïque, générer de l'électricité. Cette installation photovoltaïque, elle ne consiste pas uniquement dans les panneaux photovoltaïques. En effet, lorsque vous générez un champ électrique grâce à donc des cellules photovoltaïques, ce champ est en courant continu. Or, le réseau et également tous les appareils domestiques que vous pouvez avoir chez vous fonctionnent grâce à un courant alternatif. On a donc besoin d'un appareil qui va transformer ce courant continu en un courant alternatif utilisable par la suite dans la maison ou sur le réseau. Et cet appareil, c'est l'onduleur. Donc là, vous avez un exemple branché à côté du panneau électrique. Cet onduleur, c'est une partie indispensable de l'installation photovoltaïque qui a une durée de vie de l'ordre de la quinzaine d'années en général. On y reviendra sur la durée de vie de l'onduleur un peu plus tard. Sont nécessaires aussi des compteurs. Aujourd'hui, quand on fait des installations photovoltaïques connectées au réseau, on a besoin de passer sur un compteur Linky. Ces compteurs, ils vont servir d'une part, tout simplement comme les compteurs que vous avez forcément à calculer la quantité d'énergie que vous tirez sur le réseau. Mais dans le cas de photovoltaïque, ça va nous permettre également de calculer la quantité d'énergie qu'on autoconsomme dans la maison. Et puis, si on fait de la vente totale, alors ça, on va y venir tout à l'heure, on a éventuellement besoin d'un compteur supplémentaire pour compter l'énergie qu'on envoie sur le réseau. Les cellules photovoltaïques, on peut les mettre à différents endroits et de différentes manières. Voilà les installations les plus usuelles. Donc, en toiture, évidemment, auparavant, la France avait plutôt misé sur les panneaux intégrés au bâti parce que la France est un pays d'architecture et on trouvait ça moins moche de les mettre donc intégrés à la toiture. Il s'est avéré que ça, hormis une pose beaucoup plus compliquée, ça a généré aussi pas mal de problèmes d'étanchéité quand c'était pas très bien fait. Et aujourd'hui, on ne fait plus trop ce genre d'installation. On a tendance à privilégier très largement la surimposition. Donc, on vient fixer des rails sur la charpente. Et puis derrière, on vient y installer nos panneaux photovoltaïques. Ça a le mérite également de laisser une lame d'air entre la toiture et le photovoltaïque, la cellule. Il faut savoir que la cellule a tendance à s'échauffer quand elle fonctionne. Et donc, ça permet également de refroidir un petit peu mieux les cellules photovoltaïques. Donc, un gros avantage à le poser en surimposition à l'intégration au bâti, c'est devenu assez anecdotique. Il est également possible de poser des panneaux photovoltaïques au sol. Maintenant, disons que le foncier est une denrée assez rare, surtout en milieu urbain assez dense. Et donc, ce n'est pas forcément ce qui a été privilégié par les pouvoirs publics. Et on le verra par la suite. Dans certains cas, en tout cas, les panneaux photovoltaïques posés en toiture peuvent bénéficier d'aides financières. Au sol, c'est très rarement le cas, justement pour préserver la surface au sol pour d'autres applications. Mais c'est tout à fait techniquement recevable. On va rapidement parler de notions physiques essentielles pour la compréhension par la suite, avec deux grandeurs à ne surtout pas confondre quand on veut un petit peu dimensionner son installation photovoltaïque. La puissance, qui est une grandeur instantanée qui caractérise la quantité de transformation à un instant donné, qui s'exprime. L'une des unités usuelles et celle qu'on va utiliser pour ces ordres de grandeur, ça va être le kilowatt, K grand W.
Et la puissance d'une installation correspond à la puissance unitaire d'un panneau solaire multiplié par le nombre de panneaux solaires. C'est assez simple. L'énergie, c'est une notion différente. C'est une énergie qui s'exprime plutôt sur une durée. L'énergie, on pourrait la donner comme la consommation ou la production sur un temps donné. La formule qui lie énergie et puissance est relativement simple. L'énergie, c'est la puissance multipliée par un temps. De fait, son unité, c'est le kilowattheure, kWh, qui est homogène à des kilowatts multipliés par des heures, tout simplement. En clair, si je fais tourner un système d'une puissance de 10 kW pendant 2 heures, j'aurai 20 kWh de consommation énergétique. Quelques données supplémentaires sur les panneaux solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, on est sur des systèmes qui ont une durée de vie supérieure à 30 ans. Et la garantie de performance donnée par le constructeur est généralement de 80% après 25 ans. Alors effectivement, année après année, la performance des panneaux a tendance à un petit peu diminuer. Mais on est tout de même sur 80% d'efficacité après 25 ans, ce qui est relativement important. Donc, c'est aujourd'hui des technologies qui durent dans le temps, plus de 30 ans, ça peut même aller à 35, 40 ans. Une notion constructeur que vous pourrez trouver si vous vous lancez dans une installation photovoltaïque, c'est la puissance crête. La puissance crête, c'est une puissance standardisée des panneaux qui s'exprime en kilowatts crête, KW petit c en général sur les données constructeurs. Et ça correspond à la puissance que pourrait développer un panneau photovoltaïque dans des conditions optimales de laboratoire. Donc avec une lumière parfaite, un angle d'incidence parfait, etc. En clair, c'est l'optimum de fonctionnement en termes de puissance de votre cellule photovoltaïque. Il se trouve que dans des conditions normales d'utilisation, si un panneau a une puissance de 400 kW crête, c'est très peu probable qu'il atteigne dans la réalité les 400 kW de puissance à un instant T. Ce sera généralement quelques pourcents, voire une dizaine de pourcents en dessous de la puissance en kilowatts crête. Et puis enfin, il y a différentes technologies qui peuvent exister pour les cellules photovoltaïques, le principal monocristallin, PERC, back contact, etc. On va y revenir plus tard. Alors, l'une des questions que l'on peut se poser, c'est est-ce que le photovoltaïque est vertueux pour l'environnement? Il a été, à ce propos, fait une analyse du cycle de vie. Donc, ça, c'est une méthode standardisée au niveau international qui prend en compte la conception, l'utilisation et le recyclage. Donc, toute la durée de vie du produit. De ça, il en ressort que le temps de retour énergétique d'un panneau solaire est de l'ordre de 3 ans. Effectivement, pour créer un panneau solaire, on va avoir besoin d'énergie pour extraire les matériaux, pour les déplacer, pour les assembler, pour le renvoyer en France notamment, puisqu'ils sont souvent produits à l'étranger. Et tout ça mobilise de l'énergie. Cela dit, au bout de 3 ans de fonctionnement, le panneau solaire aura produit à peu près la quantité d'énergie qu'il a coûté, on va dire, à l'environnement en fabrication. Les panneaux sont par ailleurs recyclables à environ 95%. Il y a quelque chose qui ne figure pas sur cette slide, c'est le temps de retour carbone qui est beaucoup plus compliqué à évaluer. Et ça, c'est un petit peu le point noir. Il faut savoir que les panneaux solaires sont principalement fabriqués en Chine avec une énergie très carbonée pour le coup, pétrole, gaz ou électricité issue de combustion de charbon. Et ils viennent en France en remplacement d'une énergie électrique qui est peu carbonée pour le coup, puisque c'est du nucléaire en grande majorité et puis du barrage hydro en complément. Et effectivement, s'il faut 3 ans pour rembourser la dette énergétique, il faut 3 ans d'une énergie peu carbonée en France. Donc ça, c'est un petit peu une problématique qui persiste pour le coup. Là, on recommandera le bon sens et de se procurer du matériel français le plus possible, même si c'est très compliqué, étant donné que même tous les grands fabricants produisent quasiment en Chine.
Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a compris que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité, on peut se demander que faire de cette électricité. Une des premières questions, avant de répondre à la question directe du grand 2, c'est de se demander combien on peut produire d'énergie électrique sur l'année. Alors, l'une des possibilités pour faire ça, c'est d'évaluer la toiture, la surface disponible de toiture, et puis de le rapporter au productible en fonction de la localisation. Donc là, vous avez une carte de France avec différentes zones, et vous voyez que selon les zones, eh bien, à l'année, on ne va pas produire la même quantité de kilowattheures par kilowattheure de puissance installée. Dans le sud, on est particulièrement bien loti, notamment dans le sud-est, où on est quasiment à 1400, on est plutôt, oui, largement dans les 1400 kilowattheures de production annuelle par kilowatt-crête de puissance installée. Il faut moduler ça également par le facteur de correction lié à l'inclinaison de votre toiture et à l'orientation de votre toiture. L'orientation optimale, évidemment, c'est plein sud, avec une inclinaison de 30 degrés. Alors, 45, c'est très, très bon. Au-delà, vous voyez qu'on va perdre un petit peu en performance. Les installations face nord sont très déconseillées. Comme vous le voyez, elles n'apparaissent même pas sur ce tableau. Mais ce tableau, il peut se lire, par exemple, si vous regardez le 0,93 qui est tout en bas à gauche, eh bien, pour une toiture exposée ouest avec un angle de 0 degré, vous avez 0,93, donc 93% de la production que vous auriez si vous avez une toiture plein sud exposée à 30 degrés. C'est comme ça que se lit ce tableau. L'énergie électrique pourrait être stockée, mais c'est un des grands chantiers de notre siècle. Ce n'est pas tant une contrainte technique, on sait stocker de l'énergie électrique, c'est plutôt une contrainte financière, malgré le point de contrainte technique, puisque la nécessité d'un onduleur bidirectionnel plus cher se ramène finalement à la contrainte économique. On a donc possibilité de stocker par exemple sur des batteries pour des particuliers, mais le prix est très élevé. La durée de vie est faible. On l'a vu, la durée de vie d'un panneau est supérieure à 30 ans. Là, la durée de vie des batteries, c'est de l'ordre de la dizaine d'années. Ce qui fait que le coût de revient de l'électricité stockée est au moins 2 fois plus élevé que le prix de l'électricité sur le réseau. En clair, si vous voulez faire une installation avec des batteries, vous avez meilleur temps de continuer sur le réseau, ça vous coûtera 2 fois moins cher. Et puis, il y a une contrainte environnementale, évidemment. Les batteries nécessitent des matières premières qui sont pour la plupart pas situées en France, par ailleurs. Et donc, forcément, ça pose de grands problèmes de stocker cette énergie. Puisqu'on ne va pas la stocker, on va devoir en faire autre chose. Voilà les 3 grandes possibilités qui s'offrent à un particulier lorsqu'il veut faire du photovoltaïque. La première, c'est la vente totale. C'est ce qui a été lancé au début de la filière photovoltaïque en France, puisque les tarifs de rachat de l'électricité que vous vendiez sur le réseau étaient très, très intéressants, de l'ordre de 60 centimes du kilowattheure, donc 4 fois plus cher que l'énergie que vous puisiez sur le réseau à la même époque. Et donc, beaucoup de particuliers ont investi en vente totale. Donc là, l'idée, c'est que vous signez un contrat sur 20 ans avec EDF ou équivalent, et vous vendez l'intégralité de votre production à un prix qui est fixé. Aujourd'hui, le prix est arrêté et vous savez que dans 5, 10, 15, 20 ans, vous vendrez cette énergie électrique au même prix. Donc, c'est très facile pour faire des calculs. La rentabilité ne dépend par ailleurs pas de votre consommation, puisque votre consommation reste telle qu'elle. Vous devenez simplement un petit producteur d'électricité et vous vendez cette électricité au réseau, ce qui vous fait une petite rente annuelle. Le fait que le prix soit fixé pour les 20 ans vous affranchit également de la contrainte qui est la variation du prix de l'électricité. On y viendra à l'intérêt de l'un ou de l'autre de ces solutions.
Il est possible aussi de faire de l'autoconsommation sans vente du surplus. Alors, l'autoconsommation, en règle générale, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez produire, l'électricité que vous allez produire dans vos cellules photovoltaïques va principalement être utilisée en local dans votre maison, dans vos appareils électriques. Dans le cas de l'autoconsommation sans vente du surplus, comme son nom l'indique, le surplus n'est pas valorisé. C'est-à-dire qu'il va être ou bridé, on va brider la production de manière à ce qu'elle soit égale à la consommation, ou il est réinjecté sur le réseau de manière gratuite. Donc, c'est un petit peu moins intéressant. Ça va être une solution qui est intéressante pour les très petites installations. Si vous voulez installer une cellule ou deux qui va couvrir uniquement le bruit de fond de votre maison, les appareils tout le temps en fonctionnement. Ça peut être intéressant aussi pour les sites isolés qui ne sont pas connectés au réseau, par exemple. L'autre grande possibilité, et qui est le thème de ce webinaire, c'est l'autoconsommation avec vente du surplus. Il faut savoir, c'est que, oui, je ne vous ai pas dit, quand vous autoconsommez l'énergie, il se peut qu'à un instant T, votre production soit supérieure à votre consommation. Et donc, il y a nécessairement du surplus. Ce surplus, il est possible de le vendre de la même manière qu'avec un contrat signé sur 20 ans pour un prix fixé. Alors, le prix fixé est bien inférieur au prix actuel du réseau, on va le voir par la suite. Mais disons que ça permet donc de réduire sa consommation, puisque toute l'énergie qu'on va auto-consommer, on ne va pas la puiser sur le réseau, on va donc faire une économie sur facture. Et on va également pouvoir se rémunérer un petit peu sur la part qu'on n'aura pas réussi à consommer et qu'on aura réinjecté sur le réseau. Voilà un petit peu les différentes conditions et aides financières nationales qui peuvent s'appliquer sur les différents modèles économiques. Donc, la vente totale, pour les installations inférieures à 3 kW crête, vous signez un contrat, sachant que chaque kilowattheure que vous allez réinjecter sur le réseau sera valorisé à 18,14 centimes du kilowattheure, et ce pour les 20 prochaines années. Sachant que le prix de l'électricité est aujourd'hui aux alentours de 17,5 centimes dans ces eaux-là. Seulement, le prix de l'énergie et de l'électricité notamment augmente chaque année. Et donc, dans quelques années, finalement, vous allez vendre votre énergie en vente totale moins cher que ce que vous ne la prenez sur le réseau. C'est un des petits problèmes de la vente totale. L'autoconsommation sans revente, eh bien, puisqu'il n'y a pas de revente, vous n'avez aucune aide ou tarif conventionné. En revanche, eh bien, toute l'énergie que vous autoconsommez et que vous ne tirez pas sur le réseau, c'est une économie sur facture. L'autoconsommation avec revente du surplus, vous avez à la fois un tarif conventionné de rachat du surplus, 10 centimes du kilowattheure, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet quand même de valoriser ce surplus. Et puis, une prime à l'autoconsommation qui est de 39 centimes du watt crête, soit à peu près pour les installations de 3 kW, ça représente à peu près 1 170 €. Il faut savoir que selon les gammes de puissance installées, les tarifs ne sont pas exactement les mêmes. Après, il y a une gamme 3 à 9 kW crête de puissance. Les tarifs sont différents. Hein. Mais on ne va pas pouvoir tout détailler dans ce webinaire, donc je vous ai extrait ce qui correspond le plus généralement aux installations pour les particuliers, à savoir des installations de 3 kg. Alors, une petite slide sur la rentabilité d'un projet en vente totale. Donc là, je vous disais, c'est assez facile. Les données d'entrée. Vous avez une toiture exposée sud, 24 mètres carrés, sachant qu'un panneau, ça fait à peu près 1,7 mètre carré et ça fait à peu près 400 watts crête. Vous avez à droite la puissance installable qui est 24 mètres carrés divisé par 1,7 mètre carré fois les 400 watts crête. Vous êtes capable d'installer à peu près 5650 watts crête sur votre toiture. Très bien. Vous êtes à Gardanne. Le productible dans le sud est de 1400 kWh par kilowatt crête. Donc là, à droite, vous retrouvez le productible annuel, 1400 fois les 5650. Vous êtes capable de produire annuellement 7900 kWh. Alors ça, c'est une moyenne. Il y aura des années un petit peu moins ensoleillées où vous allez produire un petit peu moins, des années un petit peu plus ensoleillées où vous allez produire un petit peu plus. Vous savez que le prix de la revente pour une installation, donc comprise entre 3 et 9, est de 15,42 centimes du kilowattheure. Vous avez donc une recette annuelle qui va être de l'ordre de 1 218 €. Et si vous payez votre installation 15 000 €, ce qui est à peu près la norme pour une installation de cette puissance, eh bien, en divisant ça par 1 218, vous tombez sur à peu près 12,3 ans. Ça veut dire qu'en 12,3 ans, vos recettes auront payé votre facture
et que votre installation commencera à vous rapporter de l'argent. Attention, cela dit, l'onduleur a une durée de vie un petit peu plus courte, on l'a dit tout à l'heure. Il devra probablement être remplacé aux alentours des 15 ans et ça vous coûtera certainement une année de production. Donc voilà, ça c'est la vente totale. C'est assez simple à calculer, comme vous le voyez. En revanche, du coup, votre facture reste inchangée. Vous continuez à consommer autant que vous le consommiez auparavant sur le réseau, puisque vous avez tout vendu à EDF. Donc vous avez juste une petite rentrée d'argent en parallèle. Et votre facture reste totalement inchangée. Elle va même avoir tendance à augmenter, puisque le prix de l'électricité va certainement continuer à augmenter. Dimensionner son installation en autoconsommation, maintenant, c'est une autre paire de manches. On va le voir. Là, il est tout à fait question de votre consommation. Le dimensionnement va dépendre totalement de votre consommation, étant donné que le coût du rachat du surplus est de 10 centimes du kilowattheure, vous l'avez vu. Donc, générer du surplus, c'est faire un cadeau à EDF, ce n'est pas vous faire un cadeau à vous. Là où vous allez faire des économies intéressantes, c'est sur l'énergie que vous ne tirez pas sur le réseau, puisqu'elle est autoconsommée, puisqu'elle est produite par votre installation photovoltaïque. Aujourd'hui, cette économie, elle est de 17,5 centimes à peu près du kilowattheure. Comme je vous disais, le prix de l'électricité augmente de 3 à 5 % par an. Donc, dans quelques années, chaque kilowattheure économisé, ça sera 20 centimes, puis 22, puis 24. Donc, c'est vraiment sur cette partie autoconsommée que vous rentabilisez votre projet, et non pas sur la vente du surplus. Il est donc très important de maximiser cette quantité d'énergie autoconsommée et de limiter au maximum le surplus pour être le plus rentable possible. Alors, première chose à faire, analyser sa consommation. Vous avez, grâce au Linky, des très bons suivis de consommation, à la fois sur l'année, comme vous pouvez le voir là à gauche. Là, on voit par exemple le cas de quelqu'un qui est chauffé avec l'électricité. Ça se voit largement. À partir de décembre, vous avez une consommation qui explose et puis qui ensuite, juin, juillet, août, septembre, octobre, est relativement faible. Ce n'est pas un cas très favorable au photovoltaïque, on va le voir par la suite. Et puis, vous pouvez regarder jour par jour la courbe de charge de votre maison et regarder à quelles heures vous consommez de l'électricité. Si c'est principalement en journée, là, il y a un potentiel à faire du photovoltaïque, bien évidemment. Si vous consommez l'intégralité ou la grande partie de votre électricité la nuit, l'intérêt est moindre. Ce qui va être important donc, pour la rentabilité, je vous le disais, c'est le taux d'autoconsommation. Le taux d'autoconsommation, c'est la quantité d'énergie produite qui va aller dans votre maison, divisé par la quantité d'énergie totale produite. Pour ceci, vous avez un simulateur qui est assez bien fait sur le site que vous trouverez là, où vous allez pouvoir entrer donc, la position géographique du lieu de l'installation, l'inclinaison de la toiture, l'orientation, la puissance que vous souhaitez mettre en place, etc. Et puis, à droite, vous pouvez mettre les consommants de votre maison. Donc, vous allez pouvoir cocher tout un tas de choses, le lave-linge, le fer à repasser, le four électrique, le congèle, etc., avec les puissances de ces appareils et leur plage d'utilisation. Donc, vous pouvez dire, j'utilise mon lave-vaisselle de 500 watts 1 heure par jour, de 9h à 10h, tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année. Et puis, comme ça, vous pouvez paramétrer chacun de vos appareils. Que ça va vous ressortir, c'est ce genre de graphiques qui sont très parlants, où vous pouvez voir donc en haut à gauche, donc là pour les paramètres que j'ai rentrés, une production photovoltaïque de 4380 kWh sur l'année, avec un taux d'autoconsommation de 54,3%, ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que 54% de ma production photovoltaïque va dans ma maison, le reste, c'est du surplus. Vous avez du coup des petits camemberts sur la droite qui vont représenter, donc pour celui central, vous allez avoir votre consommation annuelle, donc 77,8% que je vais continuer à tirer sur le réseau, et puis 22,2% qui viendra de mon installation photovoltaïque. Donc ces 22%, c'est directement une économie sur facture de 22% de ma consommation électrique, auquel va s'ajouter 2003 kWh de surplus que je vais vendre pour 10 centimes du kilowattheure. Par ailleurs, ça vous donne aussi des graphiques de rentabilité. Vous pouvez rentrer des montants et puis savoir en combien de temps vous l'aurez amorti.
Alors pour ces graphiques d'amortissement, je lui préfère ce calculateur, évaluer mon devis photovoltaïque.info, où là, vous rentrez les mêmes paramètres, hein, l'inclinaison de la toiture, le lieu, la puissance, etc. Et puis, vous pouvez là fixer le taux d'autoconsommation que vous avez calculé précédemment et indiquer le prix de l'électricité actuelle et l'augmentation, la perspective d'augmentation. 3 à 5% par an, c'est une bonne estimation. Et ça va vous ressortir donc des courbes, des graphiques avec différentes solutions. Donc en vente totale, en autoconsommation sans vente du surplus et avec vente du surplus. Et ça va vous dire sur 20 ans quelle est votre meilleure partie. Donc là, dans mon cas, c'est l'autoconsommation avec vente du surplus qui, en 20 ans, me rapportera 5 957 €. Ça, enfin, c'est un très bon exemple d'une installation photovoltaïque en autoconsommation. C'est l'un des meilleurs exemples que j'ai pu trouver. Vous avez la consommation de la maison qui est en rouge. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, il y a eu un effort des particuliers pour programmer au maximum leurs appareils pour fonctionner sur des heures où on a de la production photovoltaïque. Si vous regardez la consommation, la nuit, on a vraiment le strict minimum, le frigo, le congélateur, etc. Et puis, dès lors qu'on arrive vers 10 heures et jusqu'à 18 heures, eh bien, c'est là que les particuliers vont consommer l'intégralité quasiment de leur consommation électrique. Donc, ça veut dire qu'ils ont programmé vraisemblablement leur cumulus de 10 à 12. Ça veut dire qu'ils vont lancer leur machine à laver en journée, etc., etc. Donc, il y a aussi un effort à faire de la part du particulier pour faire tourner ces appareils électriques au maximum durant les périodes où l'on a de la production. La production solaire, vous la voyez si vous sommez la courbe verte et la courbe bleue. La courbe bleue étant uniquement la partie qui est autoconsommée et le vert, le résidu que vous voyez vert, finalement, c'est le surplus. C'est l'énergie produite par l'installation photovoltaïque que je n'ai pas utilisée chez moi et donc que j'ai renvoyée sur le réseau. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'air de cette courbe en vert est très faible. Ça veut dire qu'il y a très peu de surplus, et ça, vous le retrouvez en haut à gauche. Vous avez seulement, sur cette journée, donc 26 avril 2020, cette personne a fait 92% de son énergie photovoltaïque utilisée dans sa maison et seulement 8% en surplus. Taux d'autoconsommation 92%, excellent. À droite, le graphique en barre que vous voyez, ça veut dire que sur toute sa consommation électrique de la journée, à savoir 25 kWh, cette personne a puisé 37% sur le réseau et 63% de son installation photovoltaïque. Sur cette journée, cette personne a fait une économie sur facture de 63%. Ça, c'est un excellent exemple de ce qu'il faut faire si vous voulez être rentable en autoconsommation. Dernière question que l'on peut se poser avant de passer à la phase questions-réponses. Est-ce que installer un système de chauffage électrique de type radiateur électrique peu performant mais peu cher et le faire tourner sur une installation photovoltaïque est une bonne idée? Non. Très mauvaise idée. Vous avez une saisonnalité de production du photovoltaïque que vous retrouvez sur le graphique de gauche, où vous voyez que la production est très, très majoritaire sur des mois de mars jusqu'au mois de septembre-octobre. À l'inverse, elle est relativement faible en novembre, décembre et janvier, et même février. Pour autant, votre consommation électrique, si vous chauffez, elle ressemble à ce que vous avez à droite. Elle est largement supérieure sur justement les mois où vous n'avez pas de production photovoltaïque ou très peu, où vous avez peu de production photovoltaïque. Premier problème. Deuxième problème. La production journalière photovoltaïque ressemble à une gaussienne centrée sur midi, donc midi ou 13h ou 14h selon la saison. Or, la consommation d'électricité, et lorsqu'on est sur un chauffage électrique, et en plus c'est peu inertiel, eh bien, elle va être principalement après 18h quand il commence à faire nuit et froid. Et donc, vous n'avez très peu de votre chauffage qui est pris en charge par votre photovoltaïque. La conséquence, c'est qu'en été, vous allez vous retrouver avec un surplus très important que vous allez revendre pour pas grand-chose à EDF.
Et pour autant, vous allez avoir des courbes de charge qui ne correspondent pas du tout à votre production lorsqu'il va faire nuit. Vous allez avoir donc une consommation sur le réseau très élevée et très chère, puisque le système est peu performant. Vous allez avoir installé une installation photovoltaïque puissante qui vous aura coûté cher et dont le taux d'autoconsommation sera ridicule. Et donc, le temps de retour sur investissement en sera directement affecté. Et vous aurez enrichi EDF et l'installateur photovoltaïque, mais vous vous serez appauvri. Si vous avez de l'argent à investir, il sera toujours conseillé d'isoler au maximum l'enveloppe de votre maison de manière à réduire au maximum la quantité d'énergie que vous avez besoin d'apporter à la maison et de passer sur un système de chauffage performant. Le photovoltaïque, ça sera vraiment le dernier recours, la cerise sur le gâteau, mais vraiment prendre les choses dans l'ordre, commencer par réduire les déperditions au maximum, mettre des systèmes performants et du photovoltaïque si on en a la possibilité et qu'on est sur un système électrique performant. Voilà pour la partie présentation. Je vais maintenant peut-être inviter Monsieur Crémont à nous dire quelques mots s'il le souhaite, peut-être se présenter Luciole. Et puis ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui, c'est bon? Oui, tout à fait. Donc on fait Luciole, on est dans le solaire depuis 17 ans maintenant. On était vraiment tout au début, avant même le gros boom du photovoltaïque. Donc on a un peu d'expérience là-dessus. Je voulais vraiment vous féliciter pour cette présentation déjà qui est vraiment parfaite. Ce qui est malheureusement rare aujourd'hui parce qu'on raconte aujourd'hui beaucoup de choses vraiment mauvaises sur le photovoltaïque, beaucoup d'idées reçues qui sont pas bonnes. Là, votre présentation est vraiment bien faite et bien complète avec des chiffres qui sont corrects. Faut pas non plus rentrer dans des délires à faire des taux d'autoconsommation qui sont souvent très importants et qui incitent qui montrent à des clients qui attendent beaucoup de choses du photovoltaïque et qui s'en sortent pas. Donc, ils sont en finalité déçus de ça, quoi. C'est vrai que les idées reçues sur le solaire sont beaucoup sur le recyclage. Le recyclage d'un panneau solaire, vous l'avez dit, c'est 95%, c'est quelque chose qui se recycle beaucoup. On l'entend beaucoup en tant qu'installateur. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces panneaux qu'on ne sait pas quoi faire, etc. Mais non, ça se recycle très bien. Il y a une belle usine qui a été faite à Tretz qui fonctionne bien. Nous, en tant qu'installateur, on est tenu de ramener ces panneaux. Il y a vraiment une filière de recyclage qui est en train de se mettre en place et qui fonctionne vraiment très bien. Il nous suffit de déposer les panneaux qui peuvent être cassés, que l'on change ou qui ne fonctionnent pas bien et ils sont vraiment recyclés de façon importante, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelques petits points sur la présentation ou est-ce que c'est... Non, la production, qu'est-ce que j'avais noté alors oui, souvent on entend j'ai pas de toiture au sud, donc je suis à l'est et à l'ouest. N'hésitez pas, vous avez vu sur le slide qu'en fin de compte, une production est-ouest, on ne perd pas grand-chose en fin de compte. On est vraiment sur quelque chose d'important aussi, donc il ne faut pas simplement avoir une toiture au sud. Est-ouest aussi permet aussi d'avoir des bons rapports pour l'autoconsommation qui nous permet d'avoir un peu moins de puissance, mais aussi de pouvoir produire un peu plus le soir, etc. On va privilégier un petit peu plus l'ouest parce qu'on se rend compte on consomme un peu plus d'énergie le soir. Mais c'est aussi de bonne augure de mettre des panneaux à l'est et à l'ouest. Ça permet d'avoir des rendements qui sont bons. Oui, vous l'avez là, hein, pour une toiture bien inclinée, quand même 90% de production sur les orientations est-ouest. Donc, pas plus mal. Ouais, ça fait vraiment pas de gros écarts. On pourrait même imaginer, alors on est tenu de ne pas le faire, on pourrait très bien imaginer de mettre des panneaux au nord, hein, dans notre région, même si les rendements sont vraiment mauvais, on sait, mais notre production solaire au nord correspond à une production solaire plein sud en Normandie, par exemple. Voilà, on est dans une région, pour dire qu'on est dans une région qui est quand même privilégiée, où on a quand même pas mal d'ensoleillement et voilà, les chiffres de 1400, donc sur les 4000 kWh par an, sont vraiment quelque chose qu'on arrive à faire aujourd'hui avec
des panneaux qui sont quand même bien améliorés et qui ont une tenue dans le temps, comme vous l'avez expliqué, qui est vraiment correcte, quoi, avec des Oui. garanties de puissance. J'ai oublié de mentionner peut-être quelques ordres de grandeur. Alors, vous me dites si je me trompe. Une installation photovoltaïque en autoconsommation avec vente du surplus bien dimensionnée. On peut viser des temps de retour sur investissement de l'ordre de la dizaine d'années. C'est vraisemblable. Ah ouais, Avec tout à fait. une... Si on s'en occupe bien sur une maison comme la mienne, où j'ai un kit de 3 kg, donc 3 kWh. Alors, je me chauffe avec du poêle à granulés pour vraiment aussi aller chercher des économies d'énergie et éviter tout ce qui est résistif. Pas de gestion. Alors, nous, on n'est pas trop pour la gestion complète de l'installation solaire. Il y a des solutions qui sont faciles. Par exemple, une petite horloge qui coûte une quarantaine d'euros pour faire marcher simplement son ballon électrique dans la journée. Euh, Permet d'avoir un taux d'autoconsommation vraiment élevé sans rentrer dans des systèmes qui sont performants. Vraiment, ils sont performants. On sait faire des choses bien pour augmenter le taux d'autoconsommation, mais qui sont onéreux. Si on rajoute 1000 euros sur l'installation pour récupérer 1000 euros d'électricité en autoconsommation, il va falloir beaucoup d'années. Moi, je suis Ouais. parti sur un rendement sur 8 ans et demi. D'accord, 8 ans et demi. Donc, avec un bon taux de consommation. Après, ce qu'il est important de dire, c'est qu'en autoconsommation, il est illusoire de vouloir se passer totalement du réseau. Hein, vous l'avez compris avec le problème du stockage. Donc, il y aura toujours une facture. Après, il est vraisemblable de pouvoir l'amputer de 30 à 50% dans le meilleur des cas. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est tout à Ouais. fait ça. Après, il ne faut pas plus Ouais. changer. Alors, on l'a rencontré, mais que très rarement, mais sur certaines installations, oh, ben, j'ai du solaire, j'ai du photovoltaïque, donc je peux consommer, je surchauffe, je refroidis ma maison beaucoup avec la clim. Non, il faut pas changer ses habitudes, il faut les changer par rapport à, on peut consommer quand on a du soleil, mais il ne faut pas non plus surconsommer. Ce qui arrive dans certains cas, certains clients nous disent, ben, en fait, ce n'est pas ce que vous m'avez amené. Et en regardant finalement bien les courbes. Alors, ce qui est important aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais de faire aussi du monitoring sur sa production, sur sa consommation. Ça, c'est quelque chose qui est plus onéreux et qui est vraiment proposé avec tous les onduleurs qui permettent de suivre vraiment sa production et sa consommation de façon optimum. Et ça permet également de changer nos habitudes. Ça Voilà, correspond à ce genre de monitoring. Hein. tout à fait. Et là, on voit vraiment qu'on a bien décalé, on est bien dans la phase où on produit et on consomme en même temps, quoi. Alors, Là, on a une petite question dans le chat, je vais vous laisser y répondre. Est-ce que l'on peut monter des panneaux solaires en dehors du toit de l'habitation? Exemple, le toit d'un abri voiture. Alors oui, mais est-ce qu'on aura le droit à l'aide à l'autoconsommation et au tarif conventionné de rachat du surplus? oui. Si, Oui, alors hein. ça peut être un peu plus compliqué. Il faut que ça soit sur le même. Des histoires de cadastre aussi, il faut que ça soit sur la même partie cadastrale. Mais Oui. oui, sur un abri, puisqu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, un carport. On fait un abri voiture et sur lequel on met des panneaux solaires. Si on n'a pas de place, par exemple, sur le toit, ça peut être quelque chose qui est envisageable et on peut bénéficier de la revente à 10 centimes et des aides. Alors C'est n'hésitez vraiment que pas. le cas au sol où on n'a pas du tout, on ne peut pas revendre. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous en avez donc dans la partie questions-réponses hein, que vous trouvez en dessous dans la discussion. Donc la réponse à Sophie et Olivier, oui, on peut et on pourra bénéficier des aides à condition que ça soit sur la même partie cadastrale. C'est Alors, important, donc aussi, il est vraiment important aujourd'hui de bien dimensionner son installation solaire. Hein. Il n'est pas toujours nécessaire de monter. Alors on le voit, malheureusement, dans notre profession, on a toujours eu affaire à des gens qui sont ils sont des malfrats, hein, on va carrément le dire, parce qu'ils cherchent toujours à faire des installations qui ne correspondent pas du tout. On a des installations vraiment de 3 kilowatts qui sont vendues 20 000 euros encore aujourd'hui. On le voit, j'ai vraiment eu pour expérience de faire des comparaisons de devis où on me reproche de ne pas être assez cher.
Combien carrément. vous vendez le 3 kW crête de chez 30 Lucien? kilos, on est à 8 500, 9 000 au maximum si on est. C'est un prix correct. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement, dans le photovoltaïque, nous, on voit passer pas mal de devis et c'est là aussi où on voit les écarts de prix les plus importants. Donc, faut pas hésiter à faire des devis comparatifs. Il y a du bon et du moins bon dans le photovoltaïque. On a une nouvelle question de Michel. Donc, faut-il nettoyer souvent les panneaux? Alors non, vraiment. Alors j'ai suivi une formation spécifique à l'INES, à l'Institut national du solaire, il y a 3 ans, sur la maintenance. La partie nettoyage des panneaux, il faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Alors déjà, en tant que particulier, nous, ce qu'on a rencontré, c'est on monte sur un toit. Tout le monde n'est pas capable de monter sur un toit. Il faut faire attention. On a eu des accidents. On a eu des panneaux cassés par des jets d'eau ou des raccords de jets d'eau qui ont cassé ces panneaux. Naturellement, il faut regarder par exemple comme un Velux sur une maison. Il va se salir, mais naturellement, il va se nettoyer par les grosses pluies. Il n'est pas vraiment nécessaire. On va faire un nettoyage, on va gagner vraiment de la production. Alors, c'est des choses qu'on peut voir sur les très très grosses centrales où là, on a vraiment un aspect financier qui est vraiment très important et il est facile de les nettoyer. Sur une toiture, on n'apporte vraiment pas grand-chose. Les panneaux vont vite se ressalir et revenir dans des conditions normales. Nous, on dit qu'au bout de 4 5 ans, il faut monter sur le toit, regarder s'il est nécessaire et de faire un nettoyage avec de l'appareillage comme il faut pour ne pas abîmer les cellules et aussi nettoyer avec de l'eau, surtout déminéralisée, pour ne pas laisser de traces sur les capteurs. On l'a rencontré, quelqu'un qui nettoyait beaucoup son installation. Alors avec la brosse piscine et le jet d'eau, les panneaux sèchent, on entraîne des traces de calcaire qui vont être en fin de compte dans le temps plus négatives que positives. D'accord. Donc, Alors, on il a faut les eu deux nettoyer. questions de Jean-Paul. Une intéressante. Peut-on avoir un refus d'installation de la part de l'ABF, les bâtiments de France, les architectes bâtiments de France? Oui, le photovoltaïque, on ne peut pas l'installer partout. Il s'est soumis à déclaration préalable de travaux et effectivement, c'est quelque chose qui peut être refusé si vous êtes à proximité d'un bâtiment classé, si vous êtes en zone ABF, etc. Oui, c'est très souvent refusé. Oui. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec vous, euh, parce que nous, alors pour l'expérience, hein, même dans les zones ABF, les gens qui voulaient vraiment faire le solaire, aujourd'hui, on arrive vraiment à apporter des arguments, à monter. Alors évidemment, si c'est proche d'un monument, ça risque d'être, ça peut être négatif. Par contre, le périmètre des ABF, généralement, c'est de 500 mètres autour d'une construction, d'une statue, etc. On arrive à s'en sortir quand même pas mal en démontrant, en prenant des photos, en montant des dossiers comme il faut. Ça nous fait perdre du temps, etc. au niveau de l'implantation. Aujourd'hui, les ABF sont quand même assez. On a très, très, très peu eu de refus par rapport à ça. Alors, bon, bonne nouvelle. Et Oui. Jean-Paul nous demandait aussi pour un toit à 4 pentes avec une surface au sol de 100 mètres carrés, est-ce envisageable? Oui, alors on va certainement pas faire l'installation sur les 4 pans de toiture, mais oui, c'est vraisemblablement envisageable. Oui, ouais, ouais, tout à fait. On C'est mettra faisable. principalement au sud, hein, si possible. On a une étude à faire. On a des visites techniques qui sont très particulières sur les 4 pentes parce qu'il faut vraiment pouvoir, au niveau de l'installation, mettre les panneaux comme il faut. Souvent, les mauvais installateurs ou les gens qui veulent vraiment vendre, ils vont vous dire que c'est facile. C'est pas si facile que ça au niveau des fixations, mais on peut mettre à ce moment-là, équiper les 3 pans. Généralement, sur ce genre d'installation, on va privilégier les micro-onduleurs pour avoir vraiment des rendements spécifiques. Aujourd'hui, un onduleur centralisé qui va lui prendre la globalité va avoir des pans de toiture, donc des ensoleillements différents. Donc, on a ce qu'on appelle des trackers. Il va gérer chaque pan de toiture différemment. Quand on en a 3, ça devient compliqué et on privilégie les micro-onduleurs. D'accord. Alors, les deux dernières questions, je vais répondre à la question de Philippe et puis ensuite on répondra à la question de Silou. Après, je vais devoir vous quitter. Si on est à l'ombre de la colline l'hiver et de quelques arbres l'été, peut-on espérer utiliser l'installation photovoltaïque? De toute façon, on peut faire une étude très précise. On sait vraiment faire des études comme il faut en fonction de ce qu'on appelle les masques, hein, comment est ensoleillée votre toiture. On va vraiment regarder. On peut dans certains cas dire, ben non, là, c'est vraiment pas, ça va vraiment être compliqué parce que vous avez vraiment cet arbre qui est plein sud qui va vous pénaliser toute la journée et ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, on peut toujours faire une étude et une étude de production
qui va être relativement précise et qui va vous donner savoir exactement si ça vaut le coup de le faire ou pas. D'accord. Allez, dernière question de Silou. Donc, je suis dans un habitat participatif. Nous aurions au moins 150 mètres carrés de toiture. Quelle serait la production et le prix de rachat? Là, Là, je vous réfère au calcul en vente totale que j'ai fait. Qu'on regarde, parce que là, dans des cas comme ça, sur 100 mètres carrés, il faut qu'on regarde vraiment le productible, le nombre de modules que l'on peut mettre, etc. Mais vraiment, je reviens là-dessus, c'est vraiment le côté où on peut vraiment faire des calculs très précis et regarder vraiment si c'est la rentabilité, au bout de combien de temps on est rentable, etc. Ouais, qui d'après 30 ou 40 ans, donc ça c'est une question à laquelle on a répondu, les panneaux sont recyclables à 95% et les installateurs s'en chargent. Eh bien, on n'a plus de nouvelles questions, donc je vais vous remercier de votre participation et à vous, monsieur Crémont. Sachez que pour le photovoltaïque, il y a une qualification RGE qui est notamment nécessaire lorsque vous voulez bénéficier des aides à l'autoconsommation, des tarifs conventionnés de rachat du surplus. Il faut passer par un artisan RGE et dont Luciole, par exemple. Ce ne sont pas les seuls, mais ils en font partie. Et donc voilà, ne passez pas par n'importe qui. Ouais, demandez les décennales. On n'a pas parlé des garanties décennales. N'hésitez pas surtout pas à demander les décennales des installateurs et de se renseigner même parce qu'aujourd'hui les installateurs présentent des décennales qui sont plus en cours. Donc il faut vraiment les qualifications et également la décennale et bien vérifier que l'installateur a bien ce qu'il faut parce que sinon après ça peut poser des soucis. Exactement. Je vous remets cette slide, donc le numéro unique départemental d'information sur la rénovation énergétique. Notez-le si vous en avez besoin. Ça vous permettra de nous contacter et de nous poser toutes vos questions. Sachez que nous, on référence des artisans, dont M. Crémont de Luciole, pour chaque type de travaux. Donc, on peut vous mettre à disposition des listes d'artisans fiables. Merci, bonne soirée et puis au prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.